donc Alexis Génin avec un G. Je dirige la recherche et le développement d'un gros institut français de neurosciences qui est à la Pitié-Salpêtrière. Et je suis dans le même temps conseiller scientifique d'une association internationale qui s'appelle DAFO, Docteurs contre les prélèvements forcés d'organes. Alors pourquoi des médecins, pourquoi des scientifiques sur ce genre de sujet? Ça revient à l'objet de la réunion. Il y a 70 ans, 1948, la déclaration. Et dans le même temps, les condamnations des médecins de Nuremberg. Et les médecins de Nuremberg, c'était les accélérateurs de la Shoah. C'est eux qui ont donné tous les moyens techniques pour l'extermination. Alors il y avait l'expert des chambres à gaz, il y avait un petit peu avant les experts de l'eugénisme, ceux qui faisaient des petites expériences. Et derrière cette mobilisation des scientifiques et des médecins dans le Troisième Reich, il y avait l'idée d'exterminer avec efficacité et avec rentabilité. Les abat-jours en peau de juifs se vendaient très bien à l'époque. Exterminer avec efficacité et rentabilité. Et Nuremberg a déclenché, comme la Seconde Guerre mondiale l'a fait à l'échelle de l'humanité, une prise de conscience fondamentale dans le milieu scientifique et dans le milieu médical sur la responsabilité que nous avons dans les développements technologiques que nous menons. Dans le fait que ces nouvelles techniques permettent d'accélérer non seulement la médecine, ça c'est formidable, on travaille là-dessus, mais aussi parfois le massacre. Et ce d'autant plus qu'après la Seconde Guerre mondiale, les génocides, vous l'avez dit monsieur le sénateur, ont évolué, ont changé de forme. On a commencé à faire des génocides un peu plus discrets parce que les chambres à gaz, ça se voyait. Donc, vous voyez, le génocide ukrainien, Staline était quelque part précurseur, puisqu'il a aussi provoqué la mort de près 5 millions d'Ukrainiens de façon beaucoup plus discrète. On parle beaucoup moins des 5 millions d'Ukrainiens tués dans les années 30 que des 5 à 6 millions de Juifs pendant la Shoah. Extermination par la faim. Extermination par la faim. Et donc les formes du génocide ont considérablement évolué pour être moins visibles. Staline, encore une fois, qui était un précurseur, disait « Une personne qui meurt, c'est un drame. 1 million, c'est une statistique. » Et le régime chinois, élève de Staline et de Marx, a suivi ça à la lettre. Il fallait arriver au million, finalement, ça se voyait moins. Le régime chinois, dont c'est à peu près 80 millions de morts, hein, entre le grand bond en avant, la révolution culturelle et ce qu'on voit actuellement. Et pour venir à la question des prélèvements forcés d'organes, et en particulier en Chine, les prélèvements forcés d'organes et le trafic d'organes sont un phénomène mondial depuis longtemps. Le Brésil, l'Inde, et puis différents pays des Balkans où des mafias volent des organes et les revendent. Et là, c'est des organisations simplement mafieuses. Ce qu'on a découvert il y a à peu près une dizaine d'années dans le cas de la Chine, c'est qu'il ne s'agit pas de mafia, il s'agit d'une organisation étatique, centralisée comme outil d'extermination. Les premières données sur ce sujet, et c'est là que les scientifiques, ils sont rarement tout à fait utiles sur ces sujets, mais là pour le coup ils l'ont été, on a été très surpris il y a 10 ans quand on regardait les publications des scientifiques chinois sur les transplantations d'organes, parce que alors que les collègues américains et européens publiaient des articles avec péniblement quelques dizaines de patients expliquant qu'on avait amélioré une technique, voilà, on avait un taux de survie un peu plus élevé, les Chinois publiaient avec des centaines, voire des milliers de patients. Et il n'y avait absolument pas moyen de savoir d'où ces organes venaient. Et encore moins parce qu'il n'y a aucun système, enfin il n'y avait jusqu'en 2014, aucun système de don d'organes organisé en Chine. Et les Chinois, par tradition confucéenne, ne donnent pas leurs organes. Il faut être enterré avec le corps intact. D'où venaient ces organes? Alors, on savait vaguement dans la communauté internationale que les condamnés à mort dont l'intervenant précédent parlait étaient une ressource assez pratique, même si c'était nié. Et le changement fondamental dans la façon dont on a analysé le phénomène a été lié d'abord à ces données scientifiques sur les publications et à des témoignages qui sont sortis de Chine. Le premier, la femme d'un chirurgien du nord-est de la Chine qui prévient la presse internationale que son mari a prélevé de force des milliers de cornées. Un seul chirurgien, des milliers de cornées. Et sur une population particulière, les prisonniers de conscience.
Donc, dans les camps de travaux forcés, dont je crois l'ambassadeur nous parlait en introduction, qui semblent devenir une surprise maintenant, alors qu'ils existent depuis des dizaines d'années. 1 million de Ouïghours, on vient d'en entendre parler, mais il y a 2 à 3 millions de Chinois qui sont dans ces camps secrets de travaux forcés à n'importe quel moment. C'est une réserve considérable pour cette médecine un peu filiale vis-à-vis de la médecine du Troisième Reich. On fait à peu près ce qu'on veut avec ces gens-là. Et donc à l'époque, cette femme fâchée dit à la presse internationale « Mon mari a prélevé des milliers de cornets sur des membres du Falun Gong ». Falun Gong, donc, on peut le décrire comme une sorte de yoga chinois, une méthode d'exercice énergétique qui a eu un succès phénoménal dans les années 90 en Chine, qui a d'abord été largement soutenu par le régime, parce qu'il avait des bons effets pour la santé, et puis qui a eu une popularité tellement explosive que du jour au lendemain, en 1999, il est devenu l'ennemi intérieur à abattre absolument. La date de 1999 est fondamentale. Pourquoi ? Lorsque vous regardez l'évolution des prélèvements forcés d'organes, des transplantations d'organes, je reprends, en Chine, vous avez des statistiques officielles jusqu'à 2006. Et puis à 2006, tout disparaît, et je vais vous expliquer pourquoi. Années 90, jusqu'à 1999, 300 à 600 organes transplantés en Chine. Et c'est à l'époque où tous nos médecins transplanteurs français, on a à peu près les meilleurs transplanteurs au monde, il faut le savoir en France, vont apprendre aux chirurgiens chinois comment faire de bonnes transplantations, comment conserver les organes, comment prescrire les immunosuppresseurs. Jusqu'à 99, 600 organes. L'an 2000, un an après le début de la répression du Falun Gong, 3000. Encore un an après, 10 000. On arrive en 2006 à 30 000. Et à ce moment, cette femme chinoise a commencé à parler à la presse internationale, plus de statistiques. Plus rien. Le silence, et le régime dit bien sûr, non mais attendez, c'est pas sérieux, vous ne vous croyez quand même pas capable de faire ce genre de choses. Eh bien si, on a été quelques-uns à les croire capables de faire ce genre de choses, et à enquêter. Les premiers avocats des droits de l'homme extrêmement actifs sur le sujet sont des Canadiens. David Kilgour et David Matas. Donc David Matas est très connu pour sa défense des droits de l'homme, et David Kilgour est un ancien secrétaire d'État. Ils ont mené une série d'enquêtes glaçantes. Première enquête, ils se font passer pour des millionnaires américains ayant besoin d'un organe, acheteurs. Et donc, ils appellent les différents hôpitaux chinois en disant « Écoutez, j'ai besoin d'un foie. Chez moi au Canada, je dois attendre 3 ans à 5 ans. C'est la même chose en France. L'argent n'est pas un problème. Combien de temps pour avoir un organe si je viens en Chine ? Ah, monsieur, ici, tout est facile. En 2 semaines à 3 semaines, vous aurez un organe. Et si ça ne marche pas, en 2 semaines, on vous en trouve un autre. Et si ça ne marche pas, dans 2 semaines, on en trouve un autre. Impossible. Médicalement, impossible. Aucun système au monde avec un don volontaire d'organes ne peut garantir ce type de délai. Et encore moins dans un pays où il n'y a pas de système organisé pour le don d'organes. On est en 2007 au moment de cette enquête. L'interview se poursuit. Ah ben ça c'est formidable, très bien, bon écoutez, je viens. Mais attention, l'argent n'est vraiment pas un problème. Je ne veux pas un foie venant de quelqu'un qui boit ou qui fume ou quelqu'un en mauvaise santé. J'ai entendu parler là de ces gens qui font la gymnastique chinoise, Falun Gong, ils ont l'air plutôt en bonne santé. C'est un organe comme ça que je veux. C'est possible ? Oui monsieur, nous en avons. Nous sommes très connectés avec les camps. Par nos contacts régionaux, ces organes sont disponibles. Ces organes sont disponibles. Ça a été reproduit depuis par des journalistes de la télévision coréenne, par des journalistes de la BBC, et de la même manière, en 5 minutes, vous achetez pour 100 000 € un organe. Alors maintenant, en termes de chiffres, d'où viennent-ils ? Parce qu'on peut se demander d'où viennent ces organes. On a des témoignages sur le fait que les membres du Falun Gong sont les victimes, mais il y a bien d'autres personnes dans les camps. On vient de mentionner 1 million de Ouïghours récemment, les chrétiens non reconnus officiellement, les Tibétains. Donc voilà ce pool, cette gigantesque banque vivante qui sert au régime chinois pour exterminer avec efficacité et rentabilité le marché des transplantations d'organes en Chine, 10 milliards d'euros par an.
10 milliards d'euros par an. Donc, alors le régime a commencé à se défendre parce que le Parlement européen a condamné en 2013 puis en 2016. Israël a légiféré, l'Espagne a légiféré. Il y a maintenant la Convention de Compostelle qui a été adoptée, qui demande à chaque pays membre de l'Union européenne d'agir contre ces trafics. Et le régime a dit non, mais attendez, c'est quand même pas sérieux, vous ne croyez quand même pas capable. Bon, on avoue, on n'a pas été tout à fait nickel. Il est vrai qu'on a pris des organes sur certains condamnés à mort. Mais vous comprenez, c'est notre culture, ils payent leur dette à la société. Bon, tout le monde savait qu'ils le faisaient. Mais quand on regarde le nombre de condamnés à mort chaque année en Chine, on vient d'entendre à l'instant une estimation entre 15 et 20 000. Combien les hôpitaux chinois affichent-ils d'organes disponibles et de transplantations réalisées chaque année? Entre 90 et 100 000. Entre 90 et 100 000. Donc même dans une hypothèse haute où chaque condamné à mort serait éligible pour un don d'organes, et en imaginant qu'il ne serait pas exécuté juste au moment où on en a besoin, parce que c'est quand même ça que ça implique, vous avez 70 à 80 000 transplantations non expliquées en Chine aujourd'hui, excepté par ces camps secrets qui sont dans toute la Chine, qui se renforcent en Ouïghour. Alors c'est probablement très bon pour le marché de la transplantation chinois, mais qui depuis des années prélèvent de force les prisonniers de conscience et très probablement en particulier ces pratiquants du Falun Gong. Alors, vous voyez que là, les scientifiques, d'une manière générale, en science, on ne parle pas tellement de valeur, puisque la question, c'est la question des faits. Mais là, c'est formidablement efficace de se dire que grâce aux faits et grâce à de l'analyse scientifique, on a pu détecter ce phénomène, on a pu enquêter sur le phénomène, et on apporte maintenant, aujourd'hui, et c'est là que les scientifiques continuent à s'impliquer, des données aux parlementaires, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, qui est en cours, qui est un petit peu décalée dans son examen, pour dire, on a bien sûr les questions de PMA à traiter, mais on a aussi cette question des prélèvements forcés d'organes. La France fait formidablement bien. Le don est volontaire, il est gratuit, il est anonyme. Formidablement bien. Mais on a formé, nos meilleurs chirurgiens ont formé depuis 20 ans tous les chirurgiens chinois. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est nous qui leur avons appris. Chaque patient français attend en moyenne 3 à 5 ans pour avoir un organe. Lorsque vous regardez les statistiques officielles, c'est aussi l'avantage de la science, de l'Agence de biomédecine, vous voyez que chaque année, 300 malades sortent des listes. Ils ne sont pas morts, ils n'ont pas été greffés, ils ne se sont pas aggravés. Où vont-ils? Ils ne sont pas morts, ils n'ont pas été greffés en France, et ils ne se sont pas aggravés. Où vont-ils? Et la révision de la loi de bioéthique est l'outil que nous pouvons avoir pour savoir et éviter que nos citoyens deviennent complices d'assassinats de masse et de ce qu'on a appelé maintenant un génocide froid. C'est un génocide qui ne se voit pas. Merci à tous et toutes. Merci beaucoup.